Je tiens d'abord à remercier tout le monde d'être présent. Remercier aussi bien sûr Daniel Tanuro qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir expliquer ce débat qui est où on est en plein dedans, hein, et surtout quand on voit ce qui se passe avec l'ouragan aux États-Unis et qui a même des répercussions jusqu'ici. Et donc, en deux mots, pour les personnes qui ne le connaissent pas, Daniel Tanuro ici est ingénieur agronome et environnementaliste. Il a même fondé l'ONG Climat et Justice Sociale, qui a eu un très beau succès. Bon voilà, mais ça c'est lui qui peut éventuellement expliquer tout ça. Il a écrit pas mal de livres. Celui qui a beaucoup fait parler, c'est bien sûr L'impossible capitalisme vert. Il y a d'autres livres, bien sûr, Lutte et écologie sociale dans le monde, Trop tard pour être pessimiste, et je passe évidemment tous les articles qu'il a pu écrire, que ce soit au niveau de sites de la gauche anticapitaliste ou Apricor ou ainsi de suite. Et il y avait aussi un fameux livre, un peu avant que Donald Trump ne soit élu la première fois, enfin j'espère que ce sera la dernière bien sûr, c'est Le Moment Trump. Donc voilà, c'est... Là aussi, par rapport au réchauffement climatique, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Trump. Hein, parce que, bon, on sait très bien que pour lui, ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'a pas été mettre sur sa page Facebook ou autre, ça m'étonne qu'il n'a pas été dire « Moi, président, il n'y aurait jamais eu d'ouragan ». Parce que bon, on sait qu'il fait tout, hein, et que les autres ne savent pas faire. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à Alain, à Daniel Tanuro. Oui, c'est Alain. Alain, et donc qui va faire son exposé. Puis ben voilà, je poserai une question et après on passe la parole à la salle pour aller plus loin. Et puis voilà, après on peut évidemment aller boire un verre au bar. Donc voilà. Ok, Je t'en prie. on y va. Bon, alors effectivement, je ne m'appelle pas Daniel Tanuro, hein, je m'appelle Alain. C'est un anagramme, mon nom d'auteur, c'est un anagramme que mes enfants ont choisi quand j'ai arrêté d'être un militant anticapitaliste professionnel et que j'ai voulu trouver un emploi. J'avais 49 ans, c'est pas facile avec les casseroles que je trimballais. Et mes enfants, mes trois garçons, se sont amusés à faire des anagrammes avec les lettres de mon nom et de mon prénom, et ça a donné Daniel Tanuro. Et j'ai fait ça juste au bon moment, pour la petite histoire. J'ai fait ça juste avant que Internet serve vraiment à tracer les gens au niveau de l'embauche, hein, par les gestionnaires des ressources humaines. Donc sur Internet, sous mon vrai nom, on trouvait très peu de choses, parce que tout ce que j'écrivais, tout ce qu'on écrivait, c'était pour mettre sur du papier. Il n'y avait pas de site Internet encore à ce moment-là. Donc voilà, c'est bon. Maintenant, ce serait plus possible. Mais donc, vous pouvez m'appeler Alain, ça m'est complètement équilatéral. Depuis que je suis pensionné, ça n'a plus la moindre importance. Mais ce qui est tout de même rigolo, c'est que pendant 15 ans, 15 ans, 15 ans, jusqu'à mes 65 balais, où j'ai travaillé sur le vrai marché du travail pour un vrai patron, et en plus pour un patron de merde complètement néolibéral, où je devais faire un boulot complètement néolibéral. Pendant les 15 années, ça a fonctionné. Il y avait d'une part moi, et puis de l'autre part cet individu écrivant des choses dont personne n'avait entendu parler dans mon bureau. C'était assez comique. Un peu schizophrène, mais c'est pas trop grave. Bon, alors... je vais essayer de parler sur un ton pas trop sinistre d'événements qui ne sont pas marrants du tout, à savoir de la crise écologique et de ce qu'elle signifie pour le fonctionnement du capitalisme dans lequel nous sommes obligés de survivre vaille que mal. Tant bien que mal, pardon. Donc, en fait, souvent, on parle d'une catastrophe menaçante. Hein. On dit on risque de connaître une catastrophe écologique. Je pense qu'en fait, on est déjà dans la catastrophe depuis un certain temps, depuis quelques années, et que non seulement on est dedans, mais cette catastrophe
s'amplifie, et elle s'amplifie de plus en plus rapidement. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Enfin, il faut d'abord dire, non seulement je suis ingénieur agronome et militant anticapitaliste, mais j'ai tout de même travaillé aussi, pas dans le cadre professionnel, mais après ma retraite, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec Jean-Pascal Van Yperseel, ex-vice-président du GIEC et professeur de climatologie à l'UCL, qui m'avait embauché à temps partiel, en sachant lui parfaitement ce qu'il en était de mes opinions politiques. Ça ne le gênait pas, il ne les partage pas du tout, c'est sans doute plutôt quelqu'un qui vote engagé, mais enfin, il appréciait mes capacités, mes connaissances, et il utilisait ça pour son business. Donc, un état des lieux de la catastrophe climatique et de la catastrophe écologique en général, on peut le résumer ou l'appréhender assez facilement en se basant sur ce qu'on appelle les recherches sur le changement global. Les recherches sur le changement global, c'est un champ de recherche scientifique relativement récent, 25-30 ans, qui est pluridisciplinaire et qui essaye d'embrasser à la fois disons, différents éléments constitutifs de l'équilibre de la planète. Et il y a eu un programme temporaire, il est terminé maintenant depuis une quinzaine d'années, qui s'appelait le Programme général biosphère-écosphère et qui visait à dresser cet état des lieux. Et les scientifiques qui collaboraient à ce programme sont arrivés à la conclusion, au niveau de la méthode, qu'il y a 9 paramètres de la stabilité, de la résilience, si vous voulez, de l'humanité sur cette petite planète. Et ces 9 paramètres, c'est quoi? C'est le climat, c'est-à-dire le cycle du carbone, c'est l'eau douce, c'est le cycle de l'azote et le cycle du phosphore. Pourquoi ces 2 cycles-là? Parce que vous savez qu'on emploie beaucoup d'engrais, notamment des engrais azotés, que quand il y a trop d'azote dans les eaux, ça tue la vie dans les eaux. Il y a aujourd'hui plusieurs centaines de kilomètres carrés des océans qui sont morts. Il n'y a plus de vie parce qu'il y a trop d'azote qui vient des terres toutes proches, par exemple dans le golfe du Mexique avec le Mississippi, exemple. Il y a beaucoup d'azote là. Donc l'azote et le phosphore, la couche d'ozone stratosphérique qui nous protège des rayons ultraviolets, les changements d'affectation des sols, c'est-à-dire comment on utilise les sols, en particulier est-ce qu'on déforeste, ce qui dégrade les sols, ou est-ce qu'on a des pratiques culturales dégradantes en général, la biodiversité, bien sûr, je suis à 6, comme ça, j'essaie toujours de les citer de mémoire, la pollution chimique aux nouveaux composés. Ça peut être soit des nucléides radioactifs ou bien des composés chimiques comme les PFAS, ce qu'on appelle les polluants éternels, la pollution atmosphérique aux particules fines, et le 9e, en général, je cale avant de les avoir cités tous les 9. J'ai oublié, ça me reviendra plus tard. Vous trouvez ça dans un de mes bouquins si vous voulez en savoir plus. Et à l'époque du premier rapport de ces scientifiques sur ce programme général biosphère-écosphère, ils arrivaient à la conclusion que pour 3 des 9 paramètres, le seuil de la soutenabilité humaine sur Terre était probablement en train d'être dépassé. Alors ces seuils, on ne sait évidemment pas les fixer de façon extrêmement précise, c'est une gamme, disons, une zone dans laquelle on passe d'une situation de stabilité à une situation de dangerosité. Et les 3 domaines en question, c'était l'azote, le climat et la biodiversité. Pour les autres, ou bien il n'y avait pas d'avis sur où se situent les seuils, ou bien il y avait des nouvelles plutôt rassurantes. Aujourd'hui, l'année dernière, les scientifiques qui ont continué ces travaux, pour un certain nombre d'entre eux, c'est les mêmes, sont arrivés à la conclusion qu'on est maintenant à 6 paramètres pour lesquels, 6 ou 7, pour lesquels le seuil de la soutenabilité a été dépassé. En fait, il n'y a qu'un seul des paramètres pour lequel la situation écologique de la planète s'est améliorée, et ce seul paramètre, c'est la couche d'ozone stratosphérique. Vous savez que cette couche qui entoure la planète nous protège des rayons ultraviolets.
pour les plus anciens d'entre nous, qui sont nombreux ce soir, et je les remercie d'être là, ils se souviennent des années 70-80 du siècle passé, où on a tiré la sonnette d'alarme parce qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone et que ce trou s'agrandissait, etc. Et donc on a pris des mesures qui ont permis d'éliminer, ou pratiquement éliminer, la production et l'utilisation des composés chimiques chlorés qui attaquaient cette couche d'ozone. Elle est en train de se reconstituer progressivement. C'est le seul domaine sur lequel il y a eu progrès des conditions écologiques de la planète. Il y a un domaine pour lequel on ne peut pas exactement, les scientifiques ne sont pas arrivés à déterminer un seuil, c'est l'acidification des océans. Ben voilà, c'est celui-là que je ne retrouvais pas, c'était le 9e, l'acidification des océans. Mais récemment, il y a quelques mois, ils ont là aussi tiré la sonnette d'alarme en disant que probablement le seuil à ce niveau-là était en train d'être franchi également. Et ce n'est pas surprenant parce que dans le dernier rapport du GIEC, on peut lire que probablement, ou je ne sais plus le degré de probabilité, mais il est assez élevé, 95% des massifs coralliens mourraient si la température moyenne de surface de la Terre augmente d'1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle. Or, ce degré et demi, on y est pratiquement. L'an passé, il a été franchi. Donc il n'est pas franchi en permanence, mais l'an passé, il a déjà été franchi et il est quasiment certain au rythme actuel que le degré et demi, qui avait été décidé à l'accord de Paris, ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement, il est pratiquement certain qu'il sera dépassé d'ici 2030. Bien, donc voilà, ça c'est un peu, disons... Alors tout ça n'est pas une question purement écologique, vous vous en rendez compte, c'est une question de survie, enfin de conditions d'existence de l'humanité sur cette planète. Les impacts sociaux, les impacts humains de tous ces facteurs-là sont éminemment important. Il suffira d'ouvrir le téléviseur quand vous rentrez chez vous ou demain de voir les conséquences de l'ouragan, comment il s'appelle, Milton, je crois, c'est ça, qui est en train de déferler sur la Floride avec des vents qui dépassent 200 km/h, ouragan de puissance 5, il a faibli, maintenant il est puissance 4, mais puissance 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les toits des maisons se soulèvent. Donc, c'est quand même pas de la petite bière. Donc, voilà, ça coïncide parfaitement avec les projections qu'ont faites les spécialistes depuis des années, où ils disent que le réchauffement climatique va augmenter, si pas la fréquence, en tout cas la violence des tempêtes, des cyclones, des typhons, etc. Et on voit... toutes les semaines, en ouvrant le journal ou en regardant la télévision, on apprend les nouvelles de catastrophes climatiques, sécheresse, pluies violentes, grêlons gros comme le poing, ou que sais-je encore. Tout ça est parfaitement conforme aux projections que les scientifiques font depuis maintenant plus de 40 ans dans le cadre du GIEC. Donc, premier point, la catastrophe, elle est là et elle est en train de s'approfondir et de s'accélérer autour de nous. Et ces conséquences sont des conséquences sociales éminemment importantes. Donc, quand on discute écologie, on discute aujourd'hui du social. Ce n'est plus une question de protéger telle ou telle espèce de plante rare ou telle espèce de papillon précieux. Donc, c'est une question véritablement qui engage la survie de millions d'êtres humains ou de milliards d'êtres humains. 3,5 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire presque la moitié du genre humain aujourd'hui, selon le dernier rapport du GIEC, encaissent déjà des conséquences sévères du changement climatique. Inutile de préciser que ces 3,5 milliards d'êtres humains se recrutent pas dans la catégorie de gens de Elon Musk ou de Mark Zuckerberg. Ce sont en général les pauvres de la planète qui sont le plus impactés. Bien sûr dans les pays pauvres, mais aussi dans nos pays. Quand on a une canicule, par exemple, et qu'on habite une barre d'immeubles où il n'y a pas de double vitrage et pas d'air conditionné, on souffre considérablement plus qu'un patron qui habite un château ou une villa 4 façades avec l'airco et sa piscine et tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est une question éminemment sociale. Deuxième point, c'est que face à ça, que font les gouvernements? Mais en fait, il s'agit de beaucoup, et ils nous disent qu'il n'y a pas péril en la matière, que la situation est sous contrôle, mais à mon avis, ce n'est pas vrai.
Si on prend la question du changement climatique, c'est celle que, du point de vue scientifique, je connais le mieux. On sait que le réchauffement est dû principalement à l'accumulation dans l'atmosphère de ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. On sait que le principal de ces gaz, 80%, responsable à peu près 80% du réchauffement, c'est le dioxyde de carbone. On sait que le dioxyde de carbone est à 80% environ, c'est drôle, c'est le même chiffre, le résultat de la combustion de combustibles fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Et que constatons, c'est que depuis le sommet de la Terre à Rio en 1992, là où les gouvernements du monde entier ont adopté, avec beaucoup de tralala, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, dont l'objectif est d'empêcher des perturbations graves du système climatique, depuis lors, les émissions de CO2, année après année, ne font qu'augmenter. Elles ne font qu'augmenter. Et chaque année, on a une conférence des parties, les fameuses COP. Elle aura lieu prochainement en Azerbaïdjan, pays producteur de pétrole et dictature d'ailleurs. Les COP ne changent rien à cette tendance-là. Les émissions de CO2 continuent à augmenter. En dépit de toutes les politiques de capitalisme vert, du plan vert de Ursula von der Leyen au niveau de l'Union européenne, ou du plan pour verdifier la production industrielle de Joe Biden aux États-Unis. Je ne dis pas que tous ces plans sont sans aucun effet, ils ont un certain effet quand même, mais ils n'arrêtent pas la catastrophe, ils ne la ralentissent que très marginalement. Ça, c'est la réalité. Et si on prend en compte cette réalité, en plus, ces plans verts aujourd'hui, ils sont sous pression. Vous avez vu l'actualité avant l'été dans l'Union européenne, c'est le détricotage du plan vert européen, sous pression, par exemple, du mouvement des agriculteurs, mais surtout de la manière démagogique dont la droite et l'extrême droite ont transformé ce mouvement des agriculteurs pour plus de revenus en un mouvement contre les normes et les réglementations environnementales, de façon tout à fait démagogique. Alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? C'est un peu délicat de le dire comme ça, mais parce que c'est en fait pas du tout réjouissant. On peut s'attendre, on doit s'attendre à un danger sérieux que la catastrophe non seulement continue de grossir, mais qu'elle se transforme en cataclysme. J'aime bien employer ces deux termes-là, qui ne signifient pas tout à fait exactement la même chose. Une catastrophe, c'est un événement de très grande ampleur qui a un côté révolutionnaire, qui change les conditions objectives dans lesquelles, en l'occurrence, la population humaine vit. Un cataclysme, c'est une catastrophe d'ampleur tellurique, pourrait-on dire. Dans la Bible, le déluge, c'est un cataclysme. Pour prendre un autre exemple qui, lui, n'est pas mythique, il y a 60 millions d'années environ, un gros astéroïde est probablement tombé sur la Terre, au Mexique, dans la presqu'île du Yucatan, c'est là qu'on pense que ça s'est produit, et il a produit une telle masse de poussière dans l'atmosphère que ça a refroidi le climat de la Terre et que les dinosaures ont disparu de la surface du globe. Ça, c'est un cataclysme. Donc, je pense qu'on est dans une situation où on peut craindre que la catastrophe se transforme en cataclysme. Alors, il y a des indications scientifiques très concrètes des formes que ça pourrait prendre. Encore une fois, je rigole, mais ce n'est pas rigolo du tout. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que l'Antarctique est un continent, donc il y a de la terre, il y a des roches là en dessous de la glace. La quantité de glace qui est accumulée sur le continent antarctique, si elle devait fondre totalement, ferait monter le niveau des océans de 80 mètres. 80 mètres, c'est très beaucoup, comme on dit en flamand, zeer veel. Bon, alors, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il ne faut pas croire que ça risque de se produire rapidement ni facilement. Non, mais ce qui est à l'ordre du jour, et on ne sait pas, vraiment pas quand ça pourrait se produire, c'est la dislocation de deux énormes massifs de glaciers qui font partie de cette inland Suisse, de cette calotte glaciaire de l'Antarctique.
comme la nature est bien faite et qu'elle aime souvent la symétrie, il y a un massif de glaciers sur la côte ouest, oui, qui s'appelle le Thwaites, et il y a un massif sur la côte est, à peu près à la même hauteur, et qui s'appelle le Totten. Et il y a des scientifiques, vous savez, les scientifiques, ils sont en général un objet de recherche, et il y a des équipes de scientifiques qui sont spécialisées dans chacun de ces deux glaciers. Pour ce qui concerne le Thwaites, il y a deux équipes qui travaillent là-dessus, des Américains, des glaciologues spécialisés, qui travaillent là-dessus depuis des dizaines d'années, et qui sont arrivés déjà, les deux équipes, il y a une quinzaine d'années, sont arrivés à la même conclusion, que ce massif de glaciers est en train de se disloquer et que cette dislocation est irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'arrêter. Personne ne peut dire quand la dislocation va avoir lieu, mais eux sont formels, elle va avoir lieu. Elle va avoir lieu parce que le glacier est implanté, ancré sur le socle rocheux en dessous du niveau de la mer. La mer se réchauffe et donc le glacier se décolle par en dessous. En même temps, comme le climat se réchauffe, l'été en Antarctique, on peut avoir 2-3 degrés de température pendant la journée et donc la glace fond en surface et se forment de grands lacs d'eau libre qui peuvent rentrer dans les crevasses du glacier. Donc il y a le danger réel qui est en même temps le décollage par en dessous et les masses d'eau qui accroissent, qui approfondissent les crevasses par au-dessus et que, un gros morceau ou 2-3 gros morceaux glissent dans l'océan. Quel serait l'impact dans ce cas-là sur le niveau des océans? Dans l'immédiat, probablement 1,5 mètre de hausse. Je ne sais pas si on visualise exactement ce que ça signifie, mais ce premier décrochage déstabiliserait complètement l'ensemble du massif qui, au total, représente assez de matière que pour faire monter le niveau des océans de 3,5 mètres. Donc on ne sait pas quand ça peut se produire, mais c'est une épée de Damoclès qui est là au-dessus de notre tête. Si ça tombe, d'ailleurs il y a eu récemment dans la presse des articles parlant du glacier de l'Apocalypse, c'est lui, c'est le Thwaites. Ça m'a mis en route parce qu'il y a 15 ans que les publications scientifiques sont là, qui disent le Thwaites va se décomposer, il va glisser dans l'océan et personne à ce moment-là dans les médias n'a fait du tam-tam sur le glacier de l'Apocalypse. Mais si ça tombe, la semaine prochaine au journal, on apprend que le Thwaites a commencé à se décomposer et que c'est parti. Et il se fait que le Totten, de l'autre côté, dans l'est de l'Antarctique, c'est exactement la même configuration. Ancré sur le socle rocheux est en pente vers les grands fonds, et là aussi, il y a l'équivalent de 3,5 mètres de montée du niveau des océans. 3,5 mètres plus 3,5 mètres égale 7 mètres. Il faut savoir qu'en Égypte, il y a 10 millions de gens qui vivent en dessous de 1 mètre d'altitude. Donc 7 mètres, vous pouvez imaginer les conséquences, non seulement en Égypte, mais au Bangladesh, dans toutes les grandes plaines côtières, et y compris en Europe, en Flandre, en Pologne, aux Pays-Bas, dans certaines régions de France, etc., etc. Donc là, je crois, on commencerait à entrer dans ce qu'on appelle le cataclysme. Donc, deuxième point, la politique de la majorité des gouvernements, qui est une politique dite de capitalisme vert, est un échec. Et le problème, c'est que cette politique, non seulement elle est inefficace du point de vue écologique, puisque la catastrophe continue de s'approfondir, mais en plus, parce que c'est une politique capitaliste, elle est injuste socialement. L'exemple, je dirais le cas d'école de cette combinaison d'inefficacité écologique et d'injustice sociale, c'était pour ainsi dire la taxe sur les carburants que Macron a voulu instaurer il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, et qui a provoqué ce fantastique soulèvement des Gilets jaunes. Soulèvement légitime, parfaitement justifié, puisqu'on ne taxe pas le kérosène, et si on voulait taxer la pollution par les véhicules, il serait tout de même logique de faire cette taxation proportionnellement à la responsabilité des possesseurs de véhicules dans la pollution, donc la puissance des véhicules, les kilomètres parcourus, que sais-je, donc le niveau de vie, le mode de vie moyen des personnes, etc. Non, là, c'était la taxe ciblant en particulier
le monde du travail dans les régions périphériques des villes qui dépend absolument de la voiture pour gagner sa croûte, pour conduire les enfants à l'école, pour faire les courses, etc. Donc, soulèvement du mouvement des Gilets jaunes. Ça, c'est un premier effet qu'on pourrait dire, bon, il est légitime, mais il est plutôt positif. C'est positif que des gens se révoltent, même si au début, ce soulèvement pouvait faire craindre une évolution populiste. Ce n'est pas dans ce sens-là que ça a été. Ça a été plutôt dans l'autre sens. Ça a été une surprise même. On a vu des manifestations conjointes des Gilets jaunes avec le mouvement des jeunes pour le climat et même des manifestations conjointes des Gilets jaunes avec des organisations féministes en lutte contre les violences sexuelles et sexistes contre les femmes. Et il y a eu ce fantastique slogan « Fin du monde, fin du mois », même combat qui, quelque part, matérialisait cette convergence de secteurs en lutte, de secteurs différents en lutte contre des méfaits du système capitaliste. Le problème, c'est qu'il y a un autre effet qui se déploie aujourd'hui sous nos yeux, un autre effet de l'inefficacité écologique et de l'injustice sociale de la politique du capitalisme vert. Et cet autre effet, c'est la montée d'un populisme de droite qui dit tout ça c'est de la connerie, le changement climatique c'est un complot des Chinois pour détruire l'industrie américaine, ça c'est Trump qui l'a dit et qui continue à l'affirmer à travers sa campagne, et ce poison-là, qui est un poison très démagogique parce qu'il s'adresse aux populations en disant pas besoin de changer quoi que ce soit. On peut continuer à rouler dans des gros pick-up qui consomment 15 litres au 100, pas de souci. On peut continuer à prendre l'avion à tire-larigot aussi souvent qu'on veut, pas de souci. On peut continuer à importer des biens de consommation, des fraises en hiver qui viennent du Pérou, pas de souci, qui viennent du Pérou par avion, pas de souci. Donc il y a un aspect très démagogique qui consiste à dire aux gens, il n'y a pas de problème, votez pour nous. Et en fait, derrière ça, il y a un projet qui est un projet d'une barbarie absolument indicible, qui est un projet qui consiste à dire les pauvres, ou à penser, les pauvres crèveront et tant pis pour les pauvres. Ou même à la limite, tant mieux que les pauvres crèvent parce qu'on est trop nombreux sur la planète. C'est ça que tous ces gens-là ont en tête. Et ces gens-là, Trump, malheureusement, il fait des petits. Il y a eu Bolsonaro au Brésil, heureusement, le peuple brésilien a réussi à s'en débarrasser, mais il n'a pas dit son dernier mot. Il y a Milei aujourd'hui en Argentine, qui a gagné, président, qui est un climato-négationniste affiché. Il y a Orban dans l'Union européenne. Il y a l'extrême droite néerlandaise, qui est maintenant aux affaires, qui a gagné les élections, qui est également climato-négationniste. Il y a le RN français qui n'ose pas dire ouvertement que le changement climatique est un canular, parce que ça, ils savent que ça ne passerait pas, mais qui disent il ne faut tout de même pas exagérer, il faut une politique raisonnable, et ils se présentent comme des partisans d'une politique de juste milieu qui concilie les impératifs économiques et sociaux, la défense du mode de vie des gens avec la science. Mais c'est un mensonge. En fait, ils ne vont rien concilier du tout. Ils vont mettre en œuvre une politique qui sera encore moins efficace et encore plus injuste socialement que la politique du capitalisme vert. Donc c'est là qu'on en est aujourd'hui et franchement, j'ai plus de cauchemars sur tout ça. J'en ai eu beaucoup quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, il y a 25 ans. Maintenant, c'est passé, c'est pas que ça ne m'émeut plus, mais je me dis, moi je fais ce que je peux, et puis fais ce que doit, advienne que pourra. Il paraît que c'était la devise favorite d'un révolutionnaire russe en exil très célèbre. Ça, c'est pour les initiés. Léon Trotsky. Bref, peu importe. Donc c'est la situation dans laquelle on est, elle est vraiment, vraiment pas réjouissante. Elle n'est pas réjouissante notamment parce que toute cette démagogie des Trump, des Milei, de Orban, de tous les autres qui nient ou qui mettent en doute la réalité de la menace de la crise écologique en général et de la crise climatique en particulier, ça marche dans les populations. Ça marche dans les populations, y compris dans les groupes les plus défavorisés. Et en particulier, ça marche parce que ça se combine
de façon absolument dégueulasse à un discours raciste contre les migrants, contre les personnes d'origine étrangère, etc. Et là encore, c'est Trump qui a vraiment le pompon. Hein. Lui, il dit je vais renvoyer, il y a 20 millions de migrants illégaux aux États-Unis, je vais les traquer avec la garde nationale, on va créer des camps de concentration, puis on va les expulser vers le Mexique. D'ailleurs, ce sont tous des violeurs, des assassins, et ils portent ça dans leur gène. C'est sa dernière déclaration. Ils portent ça dans leur gène et ils importent aux États-Unis des gènes dangereux pour notre nation. Donc, en fait, même s'il n'a pas un uniforme avec une ceinture en cuir et une casquette et qui fait pas le... C'est un fasciste, hein. Et son projet est un projet qui va faire avancer les États-Unis s'il gagne, et ce n'est pas exclu qu'il gagne, vers le danger d'un glissement, d'un basculement dans le fascisme. Donc la situation n'est pas rigolote. Et pour nous qui sommes des anticapitalistes et qui sommes très conscients du danger à la fois écologique et social de la crise actuelle, ça amène à s'interroger. Ça amène à s'interroger sur deux choses. La première, c'est l'alternative, et la deuxième, c'est la stratégie. Alors, je ne sais pas combien de temps je parle, mais je vais essayer de conclure en disant brièvement quelque chose là-dessus. L'alternative ne peut être qu'anticapitaliste. Pourquoi ? Parce que si on prend ces 9 paramètres dont j'ai parlé au début, et ce dépassement des seuils de soutenabilité de l'espèce humaine, il y a un point commun entre ces 9 paramètres-là, c'est que dans tous les cas, il s'agit de dépassement d'une limite. Et ça a directement à voir avec le fonctionnement du capitalisme. Pourquoi ? Parce que le capitalisme est, par nature, un système qui doit produire toujours plus. Karl Marx aurait pu le dire, mais là, pour le coup, ce n'est pas lui, c'est un grand économiste bourgeois qui s'appelait Schumpeter, qui a dit « un capitalisme sans croissance, c'est une contradiction dans les termes ». Et c'est vrai, c'est vrai. Et pourquoi c'est vrai ? Parce que le capitalisme est un système de concurrence entre des propriétaires privés de l'économie qui tous, pour battre leurs rivaux et réaliser plus de profits que leurs rivaux, doivent produire davantage en introduisant des machines, en remplaçant des travailleuses et des travailleurs par des machines, parce que les machines ne font pas grève, parce que les machines travaillent la nuit, etc., etc. Évidemment, les machines ne produisent pas de valeur nouvelle, il n'y a que le travail qui produit de la valeur nouvelle. Mais on peut compenser la baisse relative du taux de profit, comme disent les marxistes, par une augmentation de la quantité de marchandises produites. Et c'est ce que font tous les capitalistes de la planète depuis que le capitalisme existe. Et donc on est envahi de marchandises, de trucs, de broles, pas nécessairement utiles du point de vue de la satisfaction de nos besoins humains fondamentaux, mais utiles du point de vue de la réalisation de la plus-value, c'est-à-dire la réalisation du profit par les capitalistes. Donc ce système est productiviste en soi, et c'est la raison fondamentale pour laquelle tous ces projets de capitalisme vert, comme celui de l'Union européenne ou celui de Joe Biden, sont voués à l'échec. Et là, ils le savent quelque part, ou ils devraient le savoir, mais ils se le cachent, les politiques, ils se le cachent en inventant, en croyant qu'il va y avoir, comme on dit, une solution miracle, hein, on dit en latin un deus ex machina, donc un truc qui va tomber du ciel et qui va résoudre le problème plus tard. Aujourd'hui, le deus ex machina, la solution miracle, c'est ce qu'on appelle la capture-séquestration du carbone. Et alors, comme il y a trop de CO2 qui est produit et qu'on ne parvient pas à empêcher la croissance des émissions, les scientifiques s'amènent et disent « oui, mais on va pouvoir capter ce CO2, l'enfermer sous terre et il n'en ressortira pas, etc. » Et il y a les projets les plus délirants qui se multiplient pour capter le CO2 de l'air et le stocker dans les couches géologiques profondes. Allez, je ne résiste pas au plaisir de donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est ce qu'on appelle la bioénergie avec capture et séquestration du carbone. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Le principe est assez simple. L'idée, c'est, au lieu de brûler des combustibles fossiles dans des centrales électriques, on va brûler de la biomasse, du bois, du foin, que sais-je. Hein. La biomasse, en poussant, elle absorbe le CO2 de l'air.
Si à la sortie des cheminées, des installations de combustion, on capte ce CO2, on le comprime et on l'injecte dans le sol, et qu'on recommence à planter de la biomasse, qu'on brûle, qu'on capte le CO2, qu'on enferme, et ainsi de suite, à la longue, théoriquement, la concentration atmosphérique en CO2 devrait diminuer. Comprenez le système. Hein. Petit souci parmi d'autres, mais le plus important, c'est que pour réussir à avoir un certain impact un peu significatif sur la concentration atmosphérique en CO2, il faut planter beaucoup de biomasse. Et beaucoup de biomasse, ça veut dire des très grandes superficies. Il y a des études scientifiques qui arrivent à la conclusion que pour retirer 10% de CO2 de l'atmosphère, ce qui est loin de ce qu'il faudrait faire pour rester sous 1,5 degré, en passant, mais enfin 10%, il faudrait planter de la biomasse sur l'équivalent de entre 15 et 22% de la superficie agricole cultivée en permanence au niveau mondial. Alors vous voyez les deux extrêmes du dilemme. Ou bien on plante cette biomasse sur des surfaces agricoles, et alors comprenez immédiatement le problème pour nourrir bientôt 9 milliards d'êtres humains, ou bien on plante cette biomasse sur des surfaces non agricoles, et alors c'est la fin, c'est un coup mortel porté à la biodiversité qui se porte déjà très très mal. Pourquoi ? Parce que les plantations de biomasse, par exemple des plantations d'eucalyptus ou de saule, ce n'est pas des forêts, c'est des plantations en monoculture, ça demande beaucoup d'eau, ça demande pas mal de pesticides, ce sont des déserts verts, il n'y a rien qui vit, qui pousse ou qui vit en dessous, par exemple, de ces grandes plantations d'eucalyptus. Donc voilà, ça c'est le premier exemple de ces aberrations. Mais il y a des gens encore qui continuent à y croire. Oui, il n'y a pas de problème, on va remplacer les combustibles fossiles par de la biomasse et on va capter le CO2. Autre exemple de technologie complètement farfelue, si pas encore plus farfelue, il y a des scientifiques qui ont imaginé qu'on allait capter le CO2 de l'atmosphère en répandant massivement de la chaux dans les océans. Que la chaux va capter ce CO2, chaux plus CO2, ça donne du calcaire, le calcaire va précipiter sur les fonds océaniques et en répétant l'opération plusieurs fois, on va retirer du CO2 de l'atmosphère. Problème du raisonnement, mais alors là, ça c'est vraiment, vous n'allez peut-être pas me croire, mais c'est la vérité. L'absurdité de ce truc, c'est que pour produire de la chaux, il faut retirer le carbone du calcaire. Donc on prend du calcaire, on fait une opération qu'on appelle la calcination, ça dégage beaucoup de CO2, on a de la chaux. Donc quelle est l'utilité d'aller produire de la chaux qui produit du CO2 pour répandre la chaux dans les océans afin de capter le CO2, alors qu'on ne sait même pas quel sera l'impact de la précipitation du calcaire, l'impact biologique sur les fonds océaniques. C'est un projet complètement idiot, d'autant plus idiot que là aussi, pour avoir un impact un peu significatif sur la concentration de CO2, il faudrait répandre tellement de chaux dans les océans qu'il faudrait produire une flotte de navires spéciaux équivalents à la flotte mondiale actuelle. Ce sont des choses insensées. Et toute cette absurdité, elle a une origine et une seule. L'origine de cette absurdité, c'est le refus de prendre en compte que la solution doit être anticapitaliste. Voilà. Puisqu'on ne peut pas arrêter la croissance, puisqu'un capitalisme sans croissance est une contradiction dans les termes, n'est-ce pas, dixit M. Schumpeter, donc il faut des solutions, entre guillemets, qui sont en fait de pseudo-solutions, qui donnent l'espoir qu'on va réussir à concilier l'inconciliable, c'est-à-dire la stabilisation du système climatique et le délire de croissance du système productiviste dans lequel nous vivons. Donc, il faut prendre la science avec des pincettes, surtout quand la science est dirigée par des technocrates qui imaginent avoir des solutions miracles pour tous les problèmes. Donc, il faut une solution anticapitaliste. Ça, c'est le premier truc au niveau programmatique. Et la difficulté, on pourrait dire, une solution anticapitaliste, nous, en tant que, disons, gauche du mouvement ouvrier, on sait, c'est le socialisme. Mais il y a tout de même un élément nouveau. C'est que le socialisme, dans les années du XIXe siècle et même dans la plupart du XXe siècle, le socialisme, c'était l'idée qu'on va aller vers une société d'abondance,
qu'on va libérer la croissance des forces productives. C'était un peu ça l'idée qui imprégnait le projet socialiste. On pensait qu'il n'y avait pas de limite à la possibilité de satisfaire les besoins humains, y compris les besoins matériels. Et là, il nous faut aujourd'hui certainement un projet de type socialiste, c'est-à-dire qu'il nous faut un projet pour répondre à la crise écologique, un projet qui remplace la production pour le profit par une production pour la satisfaction des besoins humains réels, démocratiquement déterminés, patati patata. Mais en plus, il faut que cette satisfaction de besoins se fasse dans une enveloppe écologique stricte. Et non seulement il faut que l'enveloppe garantisse qu'on arrête la croissance, mais en plus, puisqu'on a dépassé 9 limites ou 9 seuils de soutenabilité, il faut que l'enveloppe se réduise un peu pour rester dans un schéma de soutenabilité. C'est-à-dire qu'il faut oser, en tant que socialiste anticapitaliste, employer quelque chose qui choque beaucoup de gens à gauche, l'idée d'une décroissance. S'il n'y a pas une décroissance de la consommation mondiale, de la consommation finale d'énergie, et donc une décroissance de la production et du transport de matières au niveau global, on va continuer à aller dans le mur. Évidemment, et ça c'est l'autre aspect de cette discussion programmatique, il faut que cette décroissance soit une décroissance juste, si vous voulez. On ne va pas demander à des gens au Mali ou à Haïti qui n'ont aucune responsabilité zéro, responsabilité historique zéro dans le changement climatique, on ne va pas aller leur dire « vous devez décroître ». Ils vont vous envoyer péter et ils auront 1000 fois raison. Donc ça veut dire que le programme de décroissance écosocialiste dont il nous faut doit être un programme qui met au premier rang l'égalité des conditions d'existence, une égalité radicale des conditions d'existence, qui réduit, prenons un exemple, non, je vais vous donner un chiffre, et c'est possible, pourquoi ? Parce que le pourcent le plus riche de la planète émet aujourd'hui plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça. Le pourcent le plus riche émet plus de CO2, 19 tonnes par personne et par an, que les 50% les plus pauvres. C'est absolument inconcevable. Une autre donnée, les transports en avion. Le pourcent le plus riche d'habitants de la planète fait plus de 50% des voyages en avion. Plus de 50%. C'est absolument extraordinaire. Donc il faut un programme d'égalité radicale qui casse l'augmentation de l'écart entre les riches et les pauvres. Encore un exemple, on a parlé récemment du patron de Stellantis, le groupe né de la fusion entre Fiat, Chrysler et je ne sais plus quoi là, au niveau automobile, à qui les actionnaires ont accepté de donner une rémunération prodigieuse, je ne sais plus quel est le montant, mais enfin c'est astronomique. À cette occasion-là, on a appris dans la presse que la rémunération de ce monsieur équivaut à 500 fois le salaire d'un ouvrier de ses usines. Il y a 30 ans, la différence entre un patron de ce genre et le salaire d'un ouvrier, c'était 50 fois. Aujourd'hui, 500, 10 fois plus. Donc, un programme d'égalité absolument radical. C'est seulement à la mesure de cela, si cette contrainte-là est réalisée, qu'on pourra faire face à la catastrophe. Alors, on peut discuter après comment ça peut se traduire en demandes concrètes, en revendications. C'est possible. Je vais pas. Ça veut dire en tout cas, pour ne fût-ce que citer ça, ça veut dire en tout cas au minimum une réduction radicale du temps de travail. Et ça, c'est pas plus mal pour la vie de chacun et chacune d'entre nous. Maintenant, le deuxième aspect que je voulais aborder avant de terminer, c'est la question de la stratégie. Pourquoi c'est une question clé ? Parce que la grande difficulté pour imaginer une alternative à tout ce merdier, c'est le fait que l'immense majorité de la population mondiale est salariée et que les salariés dépendent du salaire à la fin du mois. Et si les salariés dépendent du salaire, ils dépendent de la bonne santé de leur entreprise. Aucun salarié ne va souhaiter que son entreprise fasse faillite pour sauver le climat, ce n'est pas possible, ou pour sauver la biodiversité, ce n'est pas possible, parce que de la santé de l'entreprise dépend le salaire et du salaire dépend tout. Le loyer payé, ou les traites de la maison, ou les études des enfants, ou la santé de tout le monde, ou la bouffe, tout dépend du salaire. Et donc on a ce problème stratégique
que la majorité de la population est quelque part engrenée, si vous voulez, liée au fonctionnement du système capitaliste, au moins aussi fort que les esclaves de l'Antiquité étaient liés au système esclavagiste, au moins aussi fort, et à mon avis, davantage que les esclaves. Les ouvriers sont davantage liés, subordonnés au système capitaliste que les esclaves n'étaient liés au système esclavagiste. Ça, c'est la grande difficulté stratégique. Qu'est-ce qui en découle? D'abord, il faut évacuer, éliminer toutes les idées farfelues comme quoi une minorité agissante pourrait renverser le capitalisme contre la volonté de la majorité de la population. Les gens qui croient ça sont des fous. Donc il faut réfléchir à la manière dont on peut imaginer un modus operandi, une stratégie, si vous voulez, une stratégie, une tactique, qui permet de ramasser des forces pour faire pression, dans le bon sens du terme, sur la classe ouvrière et au moins ouvrir des brèches, des différenciations en son sein. Et comment on peut raisonner? On peut raisonner à partir d'un constat. Le constat, c'est que les forces sociales qui aujourd'hui sont les plus agissantes contre la menace de la catastrophe écologique et sociale, c'est qui? C'est des forces qui ne sont pas des forces du mouvement ouvrier traditionnel. C'est les petits paysans, Via Campesina, ou la Confédération paysanne en France, qui fait partie de Via Campesina. C'est la jeunesse, symbole Greta Thunberg, qui était à Bruxelles il y a quelques jours, qui s'est fait arrêter par les flics. C'est les peuples indigènes, en Amérique latine ou en Asie, mais aussi en Europe, en Finlande et d'autres, il y a des peuples indigènes qui vivent avec les troupeaux de rennes et qui suivent les migrations de rennes. C'est très minoritaire, mais enfin c'est important. Ils font partie de l'équation. Et dans ces trois groupes-là, c'est les femmes qui sont au premier plan. Dans les trois groupes, y compris dans les peuples indigènes. Au Brésil, par exemple, les porte-paroles de la Confédération des peuples indigènes, c'est des femmes. Et je crois que ça a à voir avec le fait que pour une série de raisons qui tiennent au patriarcat, les femmes sont cantonnées par le patriarcat dans une position de apporter le soin, prendre soin de la famille, de la maison, des enfants, et par extension, elles sont plus sensibles aux soins à apporter à ce qui est autour de la maison, c'est-à-dire à l'environnement. Je prends toujours un exemple qui me semble évident, des femmes africaines qui ont la corvée du bois pour faire du feu et faire la bouffe, elles sont obligées de parcourir des distances croissantes pour aller chercher du bois sec et le ramener, à cause du changement climatique, à cause de la désertification. On comprend que ces femmes-là sont davantage sensibles que les hommes aux problèmes. Donc, en tout cas, elles sont en première ligne dans ces trois couches-là. Et donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire converger ces combats-là, le combat féministe, le combat des petits paysans pour une agriculture organique bio, le combat des peuples indigènes, le combat de la jeunesse, et de le faire converger et de s'adresser en cherchant des failles dans le productivisme du mouvement ouvrier. Et deuxième étape du raisonnement, je pense que ces failles, elles existent déjà aujourd'hui. Et elles existent en particulier dans les secteurs de la classe ouvrière, les secteurs du monde du travail, disons, pour ne pas donner un côté ouvriériste, les secteurs du monde du travail qui sont en charge de ce qui concerne le soin, les secteurs de la santé, les secteurs de l'éducation, les travailleurs de la collecte des déchets, les administrations publiques locales et régionales, tous ces secteurs-là. Ils ont plusieurs avantages du point de vue stratégique dans le cadre de cette perspective. Le premier, c'est que l'idéologie de ces secteurs est déjà une idéologie, leur direction leur dit nous devons prendre soin d'eux. C'est en contradiction avec les lois de la rentabilité. Toutes les travailleuses à l'hôpital le savent, par exemple, mais cette contradiction est riche de possibilités de mobilisation. Deuxième avantage qu'ont ces secteurs, ils ne sont pas délocalisables. Le travail d'un hôpital, il ne peut pas être transféré au Bangladesh ou en Inde comme le travail informatique, par exemple. Troisième avantage, c'est qu'il y a une majorité de femmes dans beaucoup de ces secteurs. Et donc, cette sensibilité particulière des femmes sur le soin peut être
Alors vous allez me dire, d'où vous sortez ça? Est-ce que tu sors ça de ton pouce? Est-ce que c'est possible, tout ça, etc. Mais je crois qu'il faut en tout cas essayer. Il faut essayer. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'adresser à d'autres secteurs du monde du travail. Il faut s'adresser à tous les secteurs. Et quand il y a une lutte ouvrière, d'ouvriers traditionnels, d'usines, contre, par exemple, une fermeture, et qui demande un projet de reconversion écologique, il faut évidemment les soutenir. Et même s'ils ne demandent pas un projet de reconversion écologique, il faut les soutenir, parce que s'ils perdent leur bataille pour l'emploi, ils ne vont certainement pas mener une bataille pour la reconversion dans un emploi écologique. Donc tout part de est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd les victoires. Mais je pense que c'est ça qu'il faut essayer de faire, et il me semble que les indications de la dernière période, notamment du syndicalisme aux États-Unis, donnent tout de même un certain crédit à cette stratégie-là. Il y a des syndicalistes américains qui expliquent de façon assez convaincante que les secteurs syndicaux qui ont le mieux résisté à la montée du populisme et à la désyndicalisation, c'est précisément ces secteurs-là, les secteurs du soin, l'enseignement, la santé, le personnel de l'ORECA, si vous voulez, des grands hôtels, etc., les personnels de la collecte des déchets. C'est là que le syndicalisme est le plus dynamique et le plus orienté vers une alternative qui soit à la fois écologique et sociale. Alors comment est-ce que la convergence des secteurs les plus actifs peut ouvrir des brèches ? Je crois qu'il ne faut pas être bisounours, il ne faut pas se raconter des histoires. Ça ne va pas se faire simplement en discutant autour d'une tasse de café ou d'un verre de bière. Il va falloir des batailles, et ces batailles vont faire grincer des dents. Hein. Y a Denis ici qui est très actif dans Code Rouge, je ne sais pas si toi aussi tu l'es, mais donc... Cette Code Rouge, je propose que tu en parles dans le débat, c'est une coalition d'activistes qui a bloqué la raffinerie Total il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans, qui a mené une action l'an passé contre les Alibaba à Liège et contre les jets privés en Flandre, avec des milliers d'activistes quand même qui ont participé. Ce n'est pas des activités, des actions minoritaires. Je crois qu'à partir de ces actions-là, on peut essayer d'ouvrir des brèches dans le mouvement syndical, d'entamer des discussions. Ça marche ou ça ne marche pas, mais parfois ça marche. Et ça, c'est tout de même important pour avoir de l'espoir. Et je termine avec ça. Il y a un exemple magnifique de cas où ça a marché, c'est la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en France. Ça commence par une mobilisation des riverains, des petits paysans, la population locale contre le projet d'aéroport. Puis on va débarquer des espèces d'ovnis qu'on a appelés les zadistes, hein, des hommes et des femmes, des jeunes, très radicaux, libertaires, qui occupent le terrain et qui nouent des relations de collaboration fraternelle avec les riverains et les petits agriculteurs. Et puis il s'est passé un machin presque miraculeux. Un jour, cette coalition improbable est allée organiser un sit-in devant le siège de Vinci dans l'agglomération bruxelloise, parisienne, bien sûr, pas bruxelloise. Vinci, c'est l'entreprise de bâtiments et travaux publics qui devait construire ce fichu aéroport. Et ils étaient là, quelques dizaines, avec leur drapeau, leur banderole sur le trottoir. Et il se fait que, par hasard, l'histoire humaine est faite de hasard, dans les bâtiments, il y avait un syndicaliste CGT de Vinci qui était là pour une réunion avec la direction. Il voit ça par la fenêtre, et comme le type est curieux, il s'est dit « je vais aller voir ». Il est descendu, il a commencé à discuter avec eux, et puis il s'est dit « mais c'est vachement intéressant ça, on va discuter ça dans le syndicat ». Et ils ont invité les zadistes, les paysans, les riverains à une discussion à l'intérieur du syndicat. Et puis ils ont été en délégation de la CGT voir la ZAT de Notre-Dame-des-Landes. Et petit à petit, ils sont arrivés à une prise de position majoritaire en tant que syndicat, comme quoi ils étaient contre la construction de l'aéroport et qu'ils soutiendraient la lutte contre celui-ci. Et ce n'était pas une position seulement en parole. Ils ont été sur le terrain, notamment la grande manifestation, la grande action « Sortez les bâtons », où il s'agissait d'empêcher physiquement, par la force, la police anti-émeute de Macron d'évacuer la ZAD. Ils étaient là, la CGT de Vinci était là. Donc la manifestation, c'est un indice du fait que
Les brèches dont on parlait dans la classe ouvrière, elles peuvent se produire, et elles peuvent se produire et s'élargir plus vite qu'on ne le pense, pour la raison bien simple qui est que personne sur cette planète n'a envie de vivre uniquement pour le profit des patrons et qu'on pourrait tous vivre beaucoup mieux, tous et toutes, vivre beaucoup mieux en travaillant moins et en sauvant la planète pour nos descendantes et descendants. Là, quand je parle de ça, il y a toujours un peu d'émotion. Voilà, j'ai fini. Bravo d'avoir écouté jusque-là. Je vais donner la parole à la salle, mais j'avais une question justement par rapport à la réduction du temps de travail. J'avais lu dans un de tes, ou dans un reportage ou l'autre, où tu parlais qu'en réalité, si on veut vraiment, je veux dire, sauver la planète, ou en tout cas être en adéquation avec le sauvetage de la planète, oui, je dis bien, c'est en fait, il faudrait travailler 2 heures par jour, 6 heures maximum par semaine. Oui. Donc, c'est un calcul qui est, il faut prendre avec des pincettes. Oui. J'ai écrit un article là-dessus, mais c'est un calcul à prendre avec des pincettes parce que c'est un calcul basé sur, on continue les productions actuelles, hein, et comment faut-il les réduire pour respecter la limite du 1,5 degré ou du 2 degrés, d'ailleurs je ne sais pas ce que c'était. Donc ça ne veut pas dire que si on supprimait les combustibles fossiles et qu'on imposait partout des énergies renouvelables, ce serait le chiffre de 2 heures. On pourrait travailler beaucoup moins que 38 heures semaine. Ça, c'est certain. Je crois qu'on pourrait travailler maximum 12 heures semaine. Mais je sors ça, c'est au doigt mouillé, comme on dit. Oui, surtout qu'en fait, au niveau de... Tu expliquais très bien aussi qu'au niveau je veux dire, du capital qui est investi dans... que ce soit les pipelines, les gazoducs et tout ce qui s'ensuit, ils voudront aller jusqu'à la dernière goutte. Et donc, on n'est pas prêt d'arrêter ça. D'autant que même si on voudrait changer en énergie verte, il faudrait à la limite encore consommer encore plus d'énergie fossile pour pouvoir produire justement tous ces appareils, enfin, panneaux photovoltaïques, éoliennes et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un point très important, effectivement. Il y a plein de gens qui disent, et on nous dit ça régulièrement dans les grands médias, il n'y a pas de problème parce qu'il y a des énergies renouvelables. Et on pourrait, avec les énergies renouvelables, donner à l'humanité toute l'énergie dont elle a besoin aujourd'hui. Et c'est vrai. C'est vrai. Si le rapport spécial du GIEC sur les énergies renouvelables est juste, c'est vrai. Dans ce rapport, il fait marquer que le potentiel technique des énergies renouvelables, ça ne veut pas dire le potentiel économique, donc c'est sans tenir compte de la profitabilité. Le potentiel technique des renouvelables équivaut 15 à 17 fois les besoins énergétiques de l'humanité, toute l'humanité aujourd'hui. Donc ça, c'est un chiffre quelque part qui est rassurant. Ça veut dire qu'on n'est pas entre le choix, ou bien on continue les fossiles, ou bien on retourne dans les cavernes. Il y a une voie vers une société où on vit bien, où on a ce qu'il faut, une société moderne, si vous voulez. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'une transition d'un système à l'autre, ça ne consiste pas à dire qu'un système B pourrait un jour remplacer le système A. Une transition, ça consiste à indiquer le chemin concret qui permet de passer du système A au système B. Et là, le problème commence. Pourquoi ? Parce que le système énergétique fossile ne convient pas pour les renouvelables. Avec un système renouvelable, on n'a pas besoin de pipeline, on n'a pas besoin de raffinerie, on n'a pas besoin de mines de charbon, on n'a pas besoin de tankers géants. Donc tous ces éléments du système énergétique, ils deviennent obsolètes dans le cadre d'un système renouvelable. Mais donc il faut produire un nouveau système énergétique, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, des installations électriques pour gérer le réseau et tout ce que vous voulez. Et ça demande de l'énergie et des matériaux, et de l'énergie pour extraire les matériaux. Et cette énergie, au moment où la transition, entre guillemets, commence, elle est à 80% d'origine fossile. D'ailleurs, il y a 35 ans qu'elle est à 80% d'origine fossile, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de transition, en fait. Les renouvelables s'ajoutent aux fossiles, ils ne les remplacent pas ou à peine. Mais donc,
la conclusion du raisonnement, c'est que si on voulait faire une transition énergétique vers un système renouvelable sans réduire la production et l'utilisation d'énergie, il faudrait utiliser plus d'énergie fossile pour construire les machines faisant fonctionner le système renouvelable. C'est-à-dire qu'on aggraverait le changement climatique au lieu de l'arrêter. Et j'ai prêché dans le désert sur ce raisonnement qui est pourtant évident. Je crois qu'il est évident. J'ai prêché dans le désert pendant des années. Je vous parlais de Van Ypersele. Il y a un jour, il y a 10 ans, je lui ai dit, mais votre machin, ça ne marchera pas parce qu'il faut produire les machines. Il m'a regardé, il me dit, mais on trouvera peut-être une solution, ce qui n'est pas une réponse. Ok ? Ce n'est pas une réponse. Mais depuis lors, il y a tout de même des bonnes nouvelles qui se passent sur le front de la science aussi. Depuis lors, il y a dans le GIEC et ailleurs que dans le GIEC, une génération de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs qui sont arrivés à cette même conclusion avec beaucoup plus de rigueur que moi, la nécessité d'une décroissance juste pour sauver le climat et pour sauver l'écologie de la planète. Et qui l'écrivent dans les rapports du GIEC. Dans le dernier rapport, le 6e rapport, le mot décroissance est cité plusieurs dizaines de fois. Et le mot sobriété est cité dans le résumé avec une définition excellente de la sobriété comme étant la satisfaction de tous les besoins légitimes pour tous et toutes sur la planète en tenant compte des respects de l'humanité, des équilibres de l'humanité du point de vue climat, eau et tout le Bataclan. Donc, voilà, c'est un argument en plus en faveur du produire moins qui est indispensable pour la solution. Mais oui, tu fais bien de le dire, c'est un élément très important du raisonnement.